tous et merci de nous retrouver en cette fin de semaine sur Monaco Info. Voici tout de suite les titres que nous développerons dans cette nouvelle édition. Nous vous présenterons le nouveau cadastre solaire, d'ores et déjà opérationnel et consultable sur Internet. Nous poursuivons notre série de reportages en Israël avec un focus cette fois-ci sur les incubateurs et accélérateurs de start-up. Nous vous ferons découvrir la vente aux enchères de véhicules d'exception qui se déroulera samedi. La 4e édition du Festival de l'art et du cinéma russe s'est tenue pendant 2 jours en principauté. Nous reviendrons sur les moments forts de cet événement. Femina Sport célébrait la fin de l'année scolaire avec la fête de la gymnastique. Et en fin d'édition, Jean-Christophe Maillot nous présentera la première édition de la fête de la danse. Il y a quelques mois a été présenté le livre blanc sur la transition énergétique. À cette occasion était annoncée la création d'un cadastre solaire. Il est désormais disponible et consultable en ligne. Les explications de Patricia Navarro. Chaque toiture de la principauté présente un potentiel solaire. Ces zones jaunes en sont l'illustration. Une carte interactive permet désormais d'identifier les surfaces exploitables des bâtiments de Monaco en vue de l'installation de panneaux solaires. Ce cadastre solaire va permettre de répondre à plusieurs objectifs gouvernementaux, la réduction des gaz à effet de serre, la sobriété énergétique de la principauté et l'augmentation de la production d'énergie renouvelable. Avec cet outil, on espère que beaucoup de propriétaires, copropriétaires, syndics d'immeubles vont aller dans le sens de cette transition énergétique, nous aider à développer cette transition en favorisant l'énergie solaire en principauté de Monaco. Nous avons mis en place bien sûr des subventions pour aider justement à l'installation de ces panneaux solaires et c'est vraiment très important de baisser la consommation des énergies fossiles et c'est justement dans ce but-là. Je rappelle que nous avons interdit le fioul dans toutes les nouvelles constructions des bâtiments et que nous sommes en train d'éliminer toutes les chaudières à fioul dans les bâtiments qui appartiennent à l'État. La présentation officielle de ce cadastre solaire consultable en ligne a coïncidé avec l'annonce de la création d'une société mixte réunissant le gouvernement et la SMEG. Cette entité aura pour vocation de contribuer au développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables et maîtriser à terme le coût d'approvisionnement électrique de la principauté. Il s'agira d'acquérir des centrales électriques vertes à l'étranger, principalement en France. Dans l'objet de la société, on s'interdit aucune piste de réflexion. Le solaire, l'éolien, l'énergie marine aussi, qui pourrait permettre de produire de l'électricité. Là, toutefois, on veut commencer de manière très pragmatique. Le solaire, l'avantage, c'est que c'est une technologie qui est bien maîtrisée aujourd'hui, qui est assez prédictible. On sait prévoir à l'avance quel type de production il va y avoir sur les fermes solaires. Juste pour avoir un ordre de grandeur, parce qu'il faut vraiment fixer les ordres de grandeur. À Monaco, ça consomme 550 gigawattheures de consommation électrique par an. L'équivalent, en production, il faudrait 4 km² de panneaux photovoltaïques. Donc oui, ça fait 2 fois la taille de Monaco à peu près, ou 150 éoliennes. Donc là, l'objectif qu'on s'est fixé pendant les 18 premiers mois, c'est d'être assez pragmatique, de viser 3-4 actifs qui permettraient de faire 50-60 gigawattheures, soit 10% de la consommation de Monaco. C'est des grosses fermes qui feront entre 4-5 hectares. D'ici 18 mois et dans un premier temps, donc, 3 ou 4 actifs de production seront identifiés dans le sud de la France où l'ensoleillement est maximal. La toute première acquisition devrait se faire dans le département du Var. Suite de notre série de reportages consacrés au déplacement du Monaco Economic Board en Israël. Dans quelques mois sera lancé officiellement Monaco Tech, cet incubateur et accélérateur de start-up. À l'occasion de cette mission économique, les responsables de cette entité dédiée à l'innovation sont allés à la rencontre des grands acteurs israéliens dans le domaine des nouvelles technologies. À Tel Aviv, Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. Israël est l'un des pays qui concentre le plus de start-up sur son territoire. Les plus grands groupes dans le domaine des nouvelles technologies y sont également installés et ont fait du pays la 2e nation au monde pour l'innovation. Les raisons du succès s'articulent autour de 3 piliers indispensables, le potentiel humain, les compétences techniques et les financements. Dans la délégation d'entrepreneurs du Monaco Economic Board en mission à Tel Aviv, nombreux sont ceux qui ont découvert avec beaucoup d'intérêt le modèle israélien et tout particulièrement les représentants de Monaco Télécom et de Monaco Tech, cette entité qui sera lancée à l'automne prochain à Monaco et dont l'ambition est d'accueillir en principauté des porteurs de projets dans le domaine de l'innovation pour anticiper l'avenir du pays et contribuer à son développement économique. C'était extrêmement intéressant de voir comment eux, ils ont réussi
à adapter une recette, à trouver une recette adaptée aux spécificités fortes de leur pays. Voilà, ils n'ont pas cherché à copier, ils ont cherché à inventer. Et nous, modestement à Monaco, on essaie de faire la même chose. On ne veut pas copier ce qui se fait autour, on veut vraiment trouver ce qui fait du sens pour la principauté, un projet adapté à la principauté, aux spécificités, donc notamment les contraintes qu'on a à Monaco, par exemple d'espace, mais aussi capitaliser sur les avantages stratégiques forts qu'il y a nulle part ailleurs. Pour l'heure, la première étape dans la création de Monaco Tech porte sur l'identification de projets. On est dans la phase de sélection, on fait un premier jury de sélection le 10 juillet, donc on arrête l'appel à projet pour ce premier jury à la fin de cette semaine, donc le 25 juin. Donc le 10 juillet, normalement, on présente les 8 meilleurs projets face au jury. Le jury sélectionnera de manière absolue sur chaque projet lequel mérite ou pas d'intégrer l'incubateur. Et on fera un autre jury de sélection vers le 18 septembre. Donc on présentera un total de 16 projets au jury qui sélectionnera, on espère, au moins 5 ou 6 projets. Le but est d'avoir un taux d'acceptation autour de 50%, d'où l'intérêt de faire du sourcing en amont pour avoir des projets très qualitatifs. Et parmi les entreprises qui suivent de près l'éclosion de cet incubateur, il y a la société Keysystem, spécialisée dans les solutions innovantes pour les gérants de fortune. C'est vrai que la partie du programme concernant l'accélérateur nous intéresse particulièrement parce que nous aussi, nous avons besoin d'être accompagnés dans ce développement. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis à la fois, on s'est posé la question, on s'est dit mais finalement, ce que vont vivre ces personnes qui vont intégrer l'incubateur, mais finalement, on l'a vécu aussi. Et donc du coup, c'est là aussi sur la partie programme de mentoring, on aimerait aussi accompagner ces projets en principauté pour que justement ils arrivent à éclore et arriver à être accélérés pour être un peu comme un grand frère. Et donc c'est pour ça qu'on est tellement passionnés qu'on souhaite accompagner tout ça. Et alors que Monaco Tech prend forme, tout a été pensé dans les moindres détails jusqu'au mobilier. Le responsable de l'aménagement intérieur du futur incubateur de start-up monégasque faisait d'ailleurs partie de la délégation en mission à Tel Aviv. Alors, la tendance de l'aménagement des espaces de ce type, on parle d'incubateur, mais c'est aussi valable pour des espaces de coworking, des business centers, enfin tout ça est un peu lié. C'est de donner beaucoup de modularité aux espaces, c'est-à-dire qu'un même espace peut se transformer rapidement en open space ou en amphithéâtre. Donc la tendance effectivement c'est de regrouper les gens dans un même espace, dans des open space pour qu'ils puissent travailler ensemble par petits groupes avec des tables qui soient modulaires et en même temps de créer des espaces de confidentialité avec des salles de réunion one-to-one, des salles de meeting one-to-one, des salles aussi, enfin des espaces en tout cas où une personne peut s'isoler pour passer un coup de fil, pour travailler sans être dérangé par les autres à un moment donné. Lors de la mission du mai, plusieurs découvertes d'entreprises étaient au programme, à commencer par le géant Google. Des startups ont présenté leur activité et la façon dont elles l'ont développée. Un incubateur et accélérateur de startups a également ouvert ses portes à la délégation monégasque. Autant de précieux exemples riches en enseignements pour tous ces acteurs de l'économie monégasque. Une économie dont le développement passera immanquablement dans les années à venir par le domaine de l'innovation. Nous restons avec le Monaco Economic Board qui vient justement d'organiser un petit déjeuner auquel étaient conviés les acteurs économiques de la principauté. À cette occasion, Lionel Galfrey, directeur de l'IMSEE, a été invité à prendre la parole. Je vous propose de l'écouter ainsi que le président du MEB, Michel Dotta. Le message qu'on va passer, c'est montrer la principauté dans sa diversité internationale, chose qui doit particulièrement les intéresser parce qu'eux sont actifs à l'international toute l'année. Leur montrer en quoi on a un caractère international et sur ça s'appuyer sur deux choses. Les résultats du recensement de l'année dernière, qui nous donnent une très bonne illustration, que je vais présenter là, et puis les chiffres de l'économie globale de l'année dernière, que ce soit le commerce extérieur ou l'emploi par exemple, où on retrouve des gros caractères internationaux qui sont une des caractéristiques principales de la principauté. Les études que publie l'IMSEE ne sont pas suffisamment connues en principauté de Monaco, parce qu'elles donnent un éventail de l'économie mois par mois qui est facile à suivre, très rapide, très bien faite, qui est primordial pour tous les gens de l'économie, donc tout le monde du travail. Et en bref, dans le reste de l'actualité.
La jeune chambre économique de Monaco organisait jeudi soir son traditionnel Business Time Networking en présence de Sir Stelios Agi Ioannou, le fondateur d'Easy Group, et de Michel Bouquier, le directeur de Monaco Private Label, autour du thème entrepreneuriat et philanthropie. Direction l'hôtel Hermitage où le ministre d'État Serge Tel assistait jeudi à une réception donnée par l'ambassadeur de Malte Umberto Di Capua. Les nouvelles recrues des sapeurs-pompiers de Monaco ont reçu ce vendredi matin leur nouveau casque, une cérémonie qui s'est déroulée à la caserne de la Condamine en présence du colonel Tony Varro. Nous continuons avec les traditionnelles remises des prix de fin d'année. Après le collège Charles III et l'école supérieure d'art plastique Pavillon Bozio, c'était au tour des élèves du lycée technique et hôtelier de Monaco de recevoir leurs différentes récompenses. Vous les avez peut-être vus rouler des mécaniques sur le port Hercule. Des véhicules d'exception sont exposés sur le parvis du Yacht Club de Monaco et feront l'objet d'une vente aux enchères samedi. Je vous propose d'en savoir plus avec Tom Rowe au micro de Christine Datomel. Cette année, nous vous présentons un millésime avec 77 voitures de collection qui vont donc de 1908 à après nos jours, pour la dernière qui est de 2016, qui est la voiture de Lionel Messi, donc officielle, qu'il avait pour la saison dernière. Et puis alors d'où proviennent toutes les autres voitures ? Alors toutes les voitures proviennent de l'Europe entière. Nous avons des voitures évidemment de la région d'où nous sommes originaires, donc de la Principauté, du Var, de toutes les régions du Sud, de la France entière, de la Belgique, de la Suisse, de l'Angleterre, enfin l'Europe entière a participé à cette belle vente. Est-ce qu'il y a une pépite au milieu de ces 77 voitures ? Il n'y en a même pas une, il y en a plusieurs. On va dire qu'il y a des pépites pour tous les goûts, des voitures de course comme la 964 RSR 3 litres 8 de 1993, produite à 51 exemplaires, jusqu'à des véhicules beaucoup plus contemporains comme des SL ou des véhicules vraiment rares comme la Toyota S800 sortie de Grange avec 17 exemplaires qui a été pour une commande à Okinawa à l'époque pour les Américains. Cette année on propose 45 motos de collection qui sont donc avec une gamme extraordinaire. On part du début de siècle encore une fois jusqu'à nos jours avec la Superleggera et vous avez de toutes les marques, des Morini, des Moto Guzzi, des Kawasaki de légende. Vous avez vraiment pour tous les goûts et même des motos de course dont la moto de course de monsieur Estrozzi qui a fait champion de France à l'époque. Pour découvrir, il suffit de venir sur le parvis du Yacht Club jusqu'à samedi 14h, jour de vente. Et donc là, le spectacle commencera et les acheteurs pourront prendre possession, si leurs mains se lèvent assez vite, de ces superbes véhicules, motos, bateaux et automobilia de collection. Le festival de l'art et du cinéma russe s'est tenu pendant 2 jours en Principauté. Christine Datomel vous fait découvrir cette 4e édition. Promouvoir la langue et la culture russe en Europe et notamment à Monaco, tel est l'objectif de ce festival de l'art et du cinéma russe organisé depuis maintenant 4 ans en Principauté. Durant 2 jours, des films d'animation et des documentaires sont projetés au cinéma des Beaux-Arts. Le thème de ce festival, l'année de l'écologie en Russie. Nous avons préparé tout un programme qui explique bien ces problèmes actuels. Et deuxième thème, ce sont notre jeunes réalisateurs qui sont brillants. Et nous avons envie de les montrer leurs films et parler à eux aussi. Nous avons 3 films documentaires qui sont très intéressés. C'est par exemple le Platon Potarana, la beauté accessible. Donc ce film est extraordinaire. Justement, il raconte de 7e merveille, si je peux dire, du monde. Je vous conseille de regarder déjà des images extraordinaires qu'on montre dans ce film et qu'on rencontre l'histoire de ces films. Cette 4e édition fait donc la part belle à l'art russe afin de familiariser les monégasques et les résidents de la Principauté à cette culture de la Russie, une culture riche et vaste. Ce vendredi marque la fin de l'année scolaire pour beaucoup d'élèves en Principauté. C'est également la fin de saison sportive pour certains clubs à l'image du Femina Sport. Les gymnastes ont présenté un spectacle de fin d'année à la salle Gaston Médecin. Émilie Rousseau revient sur cette fête de la gymnastique.
Un spectacle au Stade Louis II pour saluer une très belle saison sportive, sûrement l'une des meilleures du club de gymnastique. Le Féminasport avait donné rendez-vous à ses licenciés à la salle Gaston Médecin pour un show unique qui avait pour thème les super-héros. L'occasion pour les parents de constater les progrès de leurs enfants avec forcément un sentiment d'admiration et de fierté. Elles sont belles, magnifiques. Ah oui, ça pour être belles, elles sont belles. Hein. Puis, après la progression, vu qu'elles sont là depuis les baby gym, c'est vrai que la progression, maintenant qu'elle a presque 11 ans, c'est extraordinaire ce qu'elles peuvent faire maintenant à leur âge. Est-ce qu'elles vous parlent justement de leur ambition, de vouloir continuer dans cette voie et de faire la gym à haut niveau ? C'est leur souhait, je pense, d'être à haut niveau. Après, on verra au fur et à mesure comment ça va se passer. Déjà qu'elles se fassent plaisir, c'est le principal. Et en tout cas, à chaque entraînement, c'est un plaisir pour elles. C'est le moment où les parents peuvent venir regarder surtout les plus petits qui ne font pas de compétition comme la baby gym. Et c'est un moment aussi pour être tous ensemble, pour que tout le monde se voit aussi. Parce que durant les semaines, durant les saisons, c'est pas évident de voir tout. Même moi, je découvre aujourd'hui des choses que je n'avais pas vues et qui me font très plaisir. Et Kimberly Arnulf a raison d'être contente. En effet, les filles du Féminasport auront brillé cette année, notamment lors des championnats de France. On a commencé avec Incroyable Talent au mois de septembre. Ensuite, on a fait la New Generation avec l'ouverture et la clôture. Ensuite, on a eu en gymnastique artistique féminine une équipe qui s'est qualifiée en critérium A3 et qui termine donc vice-championne de France. Ça, c'est un bon point. Notre équipe de division nationale termine 5e en division nationale 1A. Et en gymnastique acrobatique, nous avons pas mal de titres au Masters de France et surtout 2 équipes sélectionnées au championnat d'Europe pour l'équipe de France en espoir et en junior. Cette fête de la gymnastique vient donc clôturer une saison bien remplie. Des stages sont également proposés cet été pour celles qui souhaitent encore se perfectionner ou qui n'arrivent tout simplement pas à couper avec leur passion. Rappelons également que la gym monégasque s'était particulièrement illustrée aux Jeux des petits États d'Europe en Islande il y a 2 ans, avec 3 médailles, 1 d'argent et 2 de bronze grâce à Mila Fabre et Elodie Monroche. Il est temps à présent de rejoindre notre invité du week-end. Jean-Christophe Maillot, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir à quelques heures de cette première édition de la Fête de la Danse. C'est une édition qui est réalisée en partenariat donc avec le gouvernement princier et la Société des Bains de Mer, les Ballets de Monte-Carlo, parce que vous êtes à l'initiative de cette folle idée. Comment est-ce que ça vous est venu ? En fait, lorsque nous avons eu les 30 ans des Ballets de Monte-Carlo, je réfléchissais à une manière de partager avec le public la relation traditionnelle qu'on a du spectacle, à savoir les danseurs sur une scène et bien entendu le public à nos pieds. Et donc j'avais envie de les inviter à partager avec nous, de trouver une idée qui permette à tout individu ayant envie de venir sur la place du Casino de pouvoir danser avec nous. Et je réfléchissais et je me disais que finalement à peu près tout le monde danse ou a dansé. Soit parce qu'ils le pratiquent en amateur, soit parce que petites filles ils l'ont fait parce que leurs parents les poussaient à le faire, soit parce qu'on est allé en boîte de nuit, soit parce qu'on a été à un mariage. Bref, de trouver une solution pour qu'on puisse proposer aux gens, dépendant de leur culture, de leur histoire, de leurs désirs, la possibilité de danser. Alors m'est venue cette idée folle de me dire que si autour de la place du Casino et des jardins, on pouvait réunir un peu toutes les danses du monde, les danses traditionnelles, les danses de salon, mais aussi les danses qui aujourd'hui touchent vraiment les jeunes publics, comme le hip-hop, comme la danse académique, la danse contemporaine, et puis le faire d'une manière festive, pas démonstrative, où les professionnels seraient vraiment au service du public, et pour une fois ne nous regarderaient pas comme ça, de manière un peu... nous les regardons de manière hautaine en leur offrant ce qu'on a à faire. Donc
Le gouvernement a trouvé l'idée intéressante, la SBM a aussi voulu s'y associer. Évidemment, nous sommes sur leur territoire, j'ai envie de dire. Donc du coup, il y a eu une belle synergie qui s'est créée entre eux. Et puis ma formidable équipe au Ballet de Monte-Carlo, tous les gens qui m'entourent, que ce soit Jossou, Gaëtan, Liliane, tous ces gens qui ont participé pour réunir toutes ces familles artistiques différentes, tout le monde s'est mis à la tâche depuis 1 an et demi. Et nous voilà. Voilà, justement, comment est-ce que vous êtes organisé, vous, de votre côté, au Ballet de Monte-Carlo? Parce que vous avez eu une actualité assez chargée en plus cette année et il a fallu intégrer cette édition. Oui, j'ai un peu sous-estimé. C'est toujours bien d'avoir des idées, mais on ne se rend pas toujours compte de ce qu'elles impliquent. Donc là, effectivement, je dois dire que chaque personne au ballet, nous sommes maintenant près de 130, tout le monde est impliqué, c'est-à-dire que même l'administration, le comptable a une fonction de référent pour un groupe folklorique ou pour un autre. Donc ça a vraiment, je dirais, occupé tout le monde. Je pense que tout le monde le fait avec grand plaisir parce qu'on sent vraiment qu'il y a quelque chose d'unique, il y a un événement particulier. Bien entendu, la compagnie s'est mise, je dirais, un tout petit peu en sourdine pendant 1 mois et demi. Et on va évidemment assumer quand même tout ce qu'on a fait parce que les tournées étaient encore très importantes. On prépare les créations du mois de juillet. Donc parallèlement, on est en train de travailler aussi avec l'Arbi Cherkaoui et avec Jeroen Verbruggen. Donc l'activité est assez intense, je dois dire. Et justement, vous avez même créé une chorégraphie spécialement pour cet événement. Oui, je trouve que c'était important de marquer le coup par rapport à la spécificité du lieu. Comme j'ai eu l'idée de placer 4 scènes autour de la fontaine du casino, je trouvais intéressant de proposer au public de faire un ballet où tous les danseurs seraient dos à dos et finalement feraient la même chose, tourneraient simultanément pendant le ballet et où que l'on soit placé, on aura l'occasion de voir le ballet à peu près de la même manière. Alors c'est un défi parce qu'on ne savait pas exactement à quelle hauteur allaient être les scènes. Là, je dois dire que Antoine Van de Viel, qui s'est occupé de toute la construction technique, a fait un travail absolument gigantesque parce que c'était très compliqué. Ce sera repris évidemment avec des écrans géants. C'est une création que j'ai fait avec ce merveilleux compositeur musicien que m'a fait rencontrer la princesse Caroline, qui s'appelle Antonio Castrignano, qui est une star en Italie, qui chante cette musique traditionnelle, la pizzica et la tarentelle, qui sont des musiques qui viennent de la région des Pouilles, qu'il a complètement réactualisé avec des instruments. Il y a une énergie, on entend cette musique, on se met à danser. Et donc du coup, j'ai eu envie de chorégraphier dessus. C'était la première fois, je crois, que sa musique était chorégraphiée. Et je pense que ça va entraîner tout le monde. C'est une création qui est faite pour une fois, qui est faite pour être vue sur cette scène. Donc il faut être là à minuit, absolument, samedi soir. Il ne faut pas louper ça. Et il ne faut pas louper non plus cette danse entraînante qui va durer donc de 18h à 6h du matin, on l'espère. Comment est-ce que vous pensez que le public monégasque va accueillir cet événement? Je sais qu'en tout cas, on a tout fait pour que l'on vienne en famille, que l'on vienne à une heure ou à une autre. Il y a toujours quelque chose qui vous propose à la fois de voir quelque chose qui peut être intéressant et de le pratiquer aussi. Donc je crois que ce genre de manifestation ne peut devenir que ce que le public en fera. D'abord, il faut que le public soit là. Il y a ce marathon de la danse qui va avoir lieu au Square Massenet où il y a une douzaine de couples qui se sont engagés à danser pendant 6 heures d'affilée non-stop avec des épreuves compliquées pour essayer de gagner ce marathon de la danse. Donc challenge incroyable. Il va falloir les encourager. Je pense qu'il y a des gens qui vont vraiment avoir envie de pratiquer soit dans cet atrium du casino, les danses de salon comme la valse, le cha-cha-cha et d'autres, le pole dance qui va être présent ici avec une merveilleuse artiste qui s'appelle Marion Cramp, qui fait un numéro de pole dance absolument sidérant qu'on verra sur la place du casino. On peut venir en famille, il y a des food trucks, les gens peuvent boire quelque chose, peuvent manger. Ils sont, je pense, là, la possibilité de passer 6 heures sur la place du casino et si les jeunes le souhaitent, ensuite, il y a une boîte de nuit à ciel ouvert derrière où on peut prendre un casque parce que comme ça ne dérangera pas les gens qui dorment dans les hôtels, mais on pourra faire la fête de la même manière. Donc je pense que tout est réuni pour que les gens puissent y trouver du plaisir. J'ai vraiment souhaité que ce soit une fête populaire, mais
élégante et qu'on ait aussi la possibilité de se rendre compte qu'on peut joindre à la fois quelque chose qui soit populaire, simple, où les gens aient accès, quelque chose qui ne soit pas élitiste, et pour autant ne pas tomber dans quelque chose de détestable, dans le côté... voilà. Et je pense que Monaco peut offrir ça, c'est-à-dire d'abord un cadre sécuritaire, où on se sent en paix, où on sait qu'on peut faire la fête sans danger, avec respect, mais aussi avec beaucoup de plaisir et de facilité. Oui, parce que le principal défi, c'est aussi de proposer aux gens qui n'ont pas l'habitude de pratiquer, mais aussi même d'apprécier la danse que ce soit classique, contemporaine, de leur dire mais c'est accessible pour vous aussi. Et ben d'ailleurs, atteindre un nouveau public peut-être. Moi je pense qu'il faut que les gens viennent à partir de 6h, parce qu'à 6h il y aura un événement exceptionnel, il y aura les danseurs professionnels, les danseurs amateurs. On va offrir au public la possibilité de faire une barre. Une barre, c'est cet exercice que tous les danseurs professionnels font tous les matins à 10h pour mettre leur corps en mouvement. C'est un garçon formidable qui s'appelle Richard Coudray qui va donner cette barre. Il aura un micro. Tout le monde peut venir, tout le monde peut essayer. Il n'y a pas de complexe à avoir. On peut venir en basket, on peut le faire tranquillement. On va voir que c'est sympathique. On va le faire de manière sympathique, on ne va pas être trop dur, ça ne va pas être difficile, mais ça va être, je pense, assez sympa de pouvoir essayer ce que c'est que de faire une barre avec des danseurs professionnels qui vont essayer de nous entraîner. C'est une manière de dire aussi aux gens, au début de soirée, vous allez chauffer vos muscles, vous allez vous préparer, on vous échauffe et vous pouvez aller jusqu'au bout de la nuit, si vous voulez même aller jusqu'au petit matin. Voilà. Très bien, on a hâte de découvrir ça. Et puis nous, on va peut-être aller s'entraîner un petit peu, faire quelques pas de danse. C'est parti. Merci beaucoup Jean-Christophe. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et je propose de nous quitter avec les prévisions météo de ces prochains jours. À très bientôt. Et justement, pour la fête de la danse samedi, le ciel sera en grande partie ensoleillé avec l'apparition de quelques nuages, mais qui ne seront pas menaçants. Les températures seront agréables. Il fera 21 degrés le matin et 25 degrés dans l'après-midi. Pour la suite du week-end, dimanche, beau ciel bleu et température allant jusqu'à 26 degrés. Nous débuterons la semaine lundi avec une belle journée ensoleillée et des températures stationnaires. La suite de la semaine se poursuivra sous un large soleil.